Bonjour, bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Windows Server et SQL Server. Alors, on va continuer notre formation sur le DNS. Donc, on va faire une vidéo explicative comment configurer le DNS. Donc, bien sûr, on va déployer le serveur DNS et on va faire un exercice, un exemple, donc sur le déploiement DNS et aussi, comme j'ai dit en fait au niveau du DNS, c'est la résolution du nom d'hôte en adresse IP et c'est surtout utilisé dans le web pour détecter les serveurs web, les pages web, par exemple google.com, etc. et pour l'Active Directory et pour les dossiers partagés. En fait, là, ce qu'on va faire, je vais faire un exercice, un schéma descriptif. Tout simplement, donc je vais créer un serveur web, d'accord? Et je vais bien sûr déployer un serveur DNS comme DNS autoritaire. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait parlé des DNS autoritaires. Les DNS autoritaires, c'est eux qui contiennent en fait l'adresse IP de mon serveur web. OK? C'est eux qui contiennent l'adresse IP de mon serveur web ou bien de mon Active Directory. Donc le DNS autoritaire, comme je demande par exemple sur google.com, je vais rechercher sur le réseau au niveau des serveurs racines, ceux qui contiennent le .com. Les serveurs racines connaissent l'adresse du serveur autoritaire, ils me renvoyé la requête itérative que j'ai envoyée au serveur racine. Les serveurs racines en fait sont sur le fournisseur d'accès Internet qui vont me renvoyer l'adresse IP du serveur autoritaire. Je vais redemander en fait la requête itérative à mon serveur autoritaire qui contient en fait l'adresse IP du serveur web qui contient www.google.com qui va me renvoyer la requête et en fin de compte, je vais renvoyer au résolveur qui va m'ouvrir la page internet. Et ben c'est la même chose qu'on va faire dans cet exercice. Tout simplement, je vais créer un serveur web et ce serveur web, je vais aussi déployer un serveur DNS qui jouera le rôle du serveur autoritaire. Et à partir de ma machine client qui est là, donc client A qui va jouer le rôle du résolveur, qui va rechercher en fait l'adresse web associée à son adresse IP et mon serveur autoritaire qui est là, le DNS autoritaire, dont l'adresse IP est 192.168.1.5, c'est le serveur autoritaire qui va me chercher le serveur web que je vais installer ici sur le même serveur pour avoir la même adresse IP. Le serveur autoritaire va me renvoyer la requête au résolveur qui va ouvrir la page. D'accord? Là, l'exemple qu'on va faire, tout simplement, je vais créer un site web qui se nomme www.formation.edu. Dans l'enregistrement associé 192.168.1.5, comme je l'ai cité. Et c'est le serveur DNS qui est toujours sur le même serveur physique qui jouera le rôle de serveur autoritaire. Je pourrais en fait mettre un autre serveur DNS qui jouera le rôle de serveur autoritaire. Et en fin de compte, le serveur DNS va renvoyer la requête qui était le serveur autoritaire qui connaît l'adresse IP de mon site web, va renvoyer la requête récursive parce que j'ai juste une requête récursive ici. Si j'avais un autre serveur DNS, je vais avoir une requête itérative. Donc ici, le résolveur, dois enregistrer dessus le DNS préféré pour renvoyer donc la requête récursive directement au DNS préféré, qui est le DNS autoritaire pour cet exercice-là, et qui va renvoyer la requête récursive au résolveur. Donc celui-là, comme j'ai dit, c'est le résolveur. OK? Et celui-là, c'est le DNS autoritaire. Autoritaire. Ou authoritative server. OK? En anglais. Ok, donc on va faire un exemple. Je vais ouvrir donc deux machines virtuelles client A, machine virtuelle client A et une machine virtuelle serveur qui jouera le rôle de serveur autoritaire. Ok, donc comme j'ai dit dans l'exemple, j'ai deux machines virtuelles. Donc mon serveur DNS qui jouera le rôle. Je vais déployer ici un serveur DNS d'abord. Et je vais déployer aussi un serveur web. Alors pour déployer, et j'ai aussi bien sûr mon client A. Donc ici, donc comme je le montre sur le schéma, c'est ça. Donc ça c'est le serveur autoritaire et ça c'est mon client A. D'accord? Donc exactement comme le schéma. Donc serveur autoritaire.
client A. Bien sûr, j'ai mis juste au même LAN pour faciliter un petit peu la tâche au niveau de l'exercice. Et d'abord, ce que je vais faire, je vais installer le rôle IIS. Alors, pour créer un serveur web, il faut installer le rôle IIS. Donc, je vais installer le rôle IIS. Donc, pour la création du serveur web. Et bien sûr, après, je vais associer, donc, je vais créer, donc, déployer un DNS avec une zone, la zone formation.edu, qui est associée à cet enregistrement-là. D'accord? Donc, je commence. Alors, j'ouvre cette fenêtre qui est mon serveur et je vais en fait installer le serveur web. Donc, je rentre avec le mot de passe. OK. Voilà, je suis dans mon serveur 2012. Donc là, je mets ici annuler. Et la première chose que je vais faire, je vais installer le serveur web. Pour installer un serveur web, donc souvenez-vous de cela, pour installer un serveur web, il faut déployer le rôle IIS. Donc je vais déployer le rôle IIS. J'attends que tout se déploie d'abord sur mon gestionnaire de serveur. Souvenez-vous, la dernière fois, on a déjà fait sur ce serveur-là le rôle des ACP. Donc c'est le rôle des ACP, on a fait en fait l'étendue 192.168.1.10 jusqu'à .12. Et celui-ci, donc il a en fait l'adresse IP fixe. Donc ce serveur, il doit avoir l'adresse IP fixe. Ça, c'est très important. Donc là, je mets gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Je passe suivant, suivant. Donc là, je l'ai nommé serveur DNS. Il a l'adresse IP fixe 192.168.1.5. Je mets suivant. Et là, je vais ajouter le rôle. Donc voilà. Donc c'est écrit serveur web. Serveur web, j'ajoute le rôle IS. OK? Donc ajouter des fonctionnalités. Je mets suivant. 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 Donc c'est juste des fonctionnalités si vous voulez créer donc des sites dynamiques. Ce n'est pas l'objectif pour le moment. Mais juste pour vous montrer comme quoi on va créer un serveur web. Donc pour avoir une page web. Et après on va déployer un serveur DNS. Donc je mets installer. Donc ça, c'est la première étape qu'on va faire. Donc on est en train de créer l'IIS. Le rôle IIS, quand vous allez entendre parler de rôle IIS, c'est le rôle pour déployer un serveur web. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va venir. Voilà. Donc l'installation est presque terminée. Une fois que j'ajoute le serveur web, vous allez voir donc comme quoi, comment accéder normalement à cette page-là. C'est via le dossier inetpub. Donc quand on installe le rôle IIS, il y a un dossier qui est créé automatiquement qui s'appelle inetpub et c'est là où il y a en fait toutes les fonctionnalités pour afficher ma page web. Donc là, on patiente juste un petit peu le temps que ça termine. Ça va bientôt se terminer. Voilà, donc installation réussie. Ok, super. Donc je vais fermer. Donc voilà, donc l'IS a bien été installé. Je pars vers mes dossiers. Ici, vous allez voir tout simplement que sur le C, j'ai un dossier qui est créé qui se nomme inetpub. Et c'est sur ce dossier en fait que, c'est-à-dire quand j'installe le rôle IS, le dossier inetpub est créé automatiquement. Et ce dossier-là, si je passe vers route, là je vais avoir en fait le document HTML normalement qui doit s'afficher, c'est celui-ci. Donc là, je ferme. Ne pas utiliser paramètres recommandés. Okay. Donc je ferme. Ça c'est en fait normalement c'est le document qui doit s'afficher. Là ce que je vais faire c'est je vais créer donc une zone que je nommerai www.formation.edu comme j'ai dit. Et cette zone là donc je vais l'associer avant avec mon DNS et mon enregistrement 192.168.1.5 pour avoir en fait cette page qui s'affiche. D'accord? Alors, ok. Donc, maintenant, j'ai fait la première étape. J'ai créé l'IS. L'IS, j'ai créé donc le serveur web. Donc, le serveur web est bien installé. Donc, j'ai le dossier inetpub qui est là. Donc, inetpub qui est mon dossier. Et inetpub, j'ai donc ma page internet qui va s'afficher ici. Je vais prendre comme exemple cette page internet là
qui doit s'afficher ainsi, de cette façon-là. OK? Sinon, je peux modifier, je fais juste une petite modification pour ma page internet, par exemple, pour bien vous montrer. Donc, je vais sélectionner celle-là, je supprime, voilà, et je mets, par exemple, bienvenue. OK, bienvenue. Voilà, donc je voudrais que cette page s'affiche de cette façon-là. OK, donc je ferme la fenêtre, je fais enregistrer et je ferme cette fenêtre-là. OK, donc je passe maintenant pour la création de mon serveur DNS. Pour la création de mon serveur DNS, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben tout simplement, on va ajouter le rôle DNS. Gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités, suivant, là, donc, suivant encore une fois. Donc là, je sélectionne serveur DNS. Je sélectionne le serveur DNS. Je mets suivant. Là, bien sûr, je mets redémarrer si nécessaire. Mais ça ne va pas être nécessaire. Donc, je mets installer. Et je continue. Donc, je fais l'installation de mon serveur DNS. Là, avant, donc, c'était un serveur DHCP. La dernière fois quand on a fait l'exercice DHCP, c'était un serveur DHCP. Et mon client A, il reçoit déjà donc l'adresse IP de mon serveur DHCP. Mais mon client A, qui va jouer aussi le rôle de résolveur, il va trouver la page web www.formation.edu que je vais maintenant l'associer à mon serveur DNS. Donc, je vais vous montrer. Donc, comme j'ai dit, première chose, on a créé le serveur web. Deuxième chose, on est en train de créer le serveur DNS. Ici, l'installation réussie du serveur DNS. Très bien. Donc maintenant, je passe vers Outils et je passe vers DNS. Et dans DNS, là, vous allez voir ce qui est noté dans DNS. Gestionnaire DNS. Ça, c'est mon serveur DNS, gestionnaire du DNS. Il y a ce qu'on appelle zone de recherche directe, zone de recherche inversée et les redirections conditionnelles. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une zone, d'accord? Donc, on va créer une nouvelle zone. Parce qu'en fait, on n'a pas encore de nouvelle zone et on va créer une nouvelle zone. Donc, je mets suivant. Alors, quand on crée une nouvelle zone, il va m'afficher donc soit zone principale, soit zone secondaire, soit zone stub. Nous, donc, dans notre cas, on va créer zone principale. Zone principale, c'est-à-dire qu'on a un DNS principal. Le DNS, le premier DNS, en fait, c'est le DNS autoritaire par où passe donc l'association du nom d'hôte à l'adresse IP. Si on parle de zone secondaire, c'est une copie. Par exemple, une copie, on a un DNS secondaire qui prend une zone qui est la copie de la zone principale qui est sur le DNS principal. Si jamais le DNS principal tombe en panne, il y a la copie qui est dans le DNS secondaire qui va prendre la zone secondaire. Quand on parle de zone stub, c'est tout simplement dans le réseau, le DNS n'est pas le DNS autoritaire. Par contre, le DNS, il contient une zone qui va être transférée automatiquement. C'est-à-dire, le DNS joue le rôle de réplication, qui va répliquer cette zone-là au DNS autoritaire qui se trouve dans le web. Ce qu'on appelle donc la zone stub, c'est la zone qui se trouve dans un DNS qui n'est pas DNS autoritaire. Souvenez-vous juste, retenez cela. Donc nous, pour le moment, pour ne pas trop se tromper, donc on va parler de zone principale. Zone principale, c'est ce qu'on utilise la plupart du temps, c'est-à-dire c'est mon DNS qui est mon DNS autoritaire. D'accord? Donc quand je parle de DNS autoritaire, c'est celui en fait qui contient l'adresse IP associée au nom d'hôte. Donc DNS autoritaire, c'est lui qui contient l'adresse IP associée au nom d'hôte. Donc je laisse zone principale. Et je mets suivant. Donc, nom de la zone, je mets www.formation.edu. D'accord? Et je mets suivant. Et je mets encore suivant. Donc là, bien sûr, je ne vais pas faire de mise en dynamique, ce n'est pas de l'Active Directory. Donc, je mets suivant. Terminé. Donc là, j'ai ma zone qui a été créée. Et dans ma zone qui a été créée, je vais faire les enregistrements. Alors, quand je parle d'enregistrement, il y a, vous allez voir, donc, nouvelle hôte A ou AAAA. Quand je parle d'enregistrement A, c'est tout simplement les enregistrements IPv4. Quand je parle de AAAA, c'est les enregistrements IPv6. Moi, ce que je vais faire, je vais associer mon nom d'hôte à l'enregistrement A.
je vais associer mon nom d'hôte à l'enregistrement A qui est l'enregistrement IPv4. Donc, nouvel hôte. Je vais donc laisser donc formation.edu et je mets l'adresse qui est 192.168.1.5, celui de mon serveur. Donc ça c'est donc ma zone, donc www.formation.edu et ça c'est mon adresse IP, donc associé. Donc je mets ajouter un hôte. L'enregistrement d'hôte a été donc réussi, donc je mets terminé et tout simplement là je vais avoir le hôte A donc qui est donc tout simplement qui a la zone www.formation.edu associé à l'adresse IP 192.168.1.5. Alors donc voilà, donc vous voyez, donc premièrement j'ai créé donc un serveur web et deuxièmement j'ai créé donc une zone que j'ai nommée www.formation.edu dans mon DNS associé à son adresse IP à l'enregistrement A. Quand je parle de l'enregistrement A, c'est l'enregistrement à l'IPv4 associé à son adresse IP 192.168.1.5 tout simplement. Donc là j'ai fait l'enregistrement. Ce que je vais faire maintenant, je vais passer au résolveur, le résolveur qui va me chercher cet enregistrement là. D'abord je vais faire un test sur mon serveur d'abord pour voir est-ce que c'est bien pris en compte. Sur mon serveur je vais ouvrir une page web. Je ne sais pas si c'est avec donc bon Internet Explorer, je vais ouvrir 692. Pardon. Voilà, donc ma page web, donc il est bien associé à cette adresse IP. Je crois sur le serveur ici parce que l'Internet Explorer. Donc il a des droits un petit peu restrictions. Donc c'est pas grave. Donc je vais passer sur le résolveur. Alors donc mon serveur là, donc j'ai bien créé donc www.formation.edu associé à son adresse IP 192.168.1.5. Donc je passe sur le résolveur qui est donc le client A. Donc client A, je vais ouvrir donc mode plein écran et je vais d'abord faire le DNS préféré de mon client A, ouvrir le centre réseau et partage. Je passe au DNS préféré, donc je passe modifier le paramètre de la carte. Donc propriété. Et là je passe donc IPv4 et je mets l'adresse DNS préférée c'est 192.168.1.5. Je mets OK. Donc il a déjà une adresse IP dynamique associée par le serveur DHCP. Donc je mets OK. Je mets OK. OK. Alors ici je mets quand même pour rafraîchir le cache DNS, je mets donc sur CMD. Donc je mets ipconfig, ça permet de rafraîchir le cache DNS. ipconfig espace / flush DNS. Ok, donc ça, résolution DNS vidé. Ok, donc j'ai résolu, donc j'ai vidé la cache DNS. Je passe vers mon Internet Explorer et je mets, donc ici je cherche www.formation.edu. Et là, je mets entrée. Et là, effectivement, sur mon client A, il m'affiche l'adresse IP, donc la page web www.formation.edu sur mon résolveur. Donc, comme vous avez vu, donc j'ai affiché ma page web associée à mon adresse IP 192.168.1.5. Donc, vous voyez, donc là, j'ai créé donc le serveur web d'abord. Donc sur inetpub, le dossier inetpub, j'ai donc modifié un petit peu sur le route du dossier inetpub pour juste pour vous montrer comment donc on va afficher la page web. Et après donc j'ai déployé un DNS. Le DNS, j'ai créé une zone qui se nomme formation.edu et dans cette zone là qui est zone primaire, donc formation.edu, j'ai associé l'adresse IP 192.168.1.5 qui est associée à cette zone là, qui est bien sûr associé à cette page web qui se retrouve sur ce serveur DNS. Le résolveur, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais mettre le DNS préféré pour que le résolveur passe directement au DNS préféré, qui va rechercher la page web, et qui va remettre la requête récursive au résolveur, qui va afficher
la page web, tout simplement. Donc vous voyez, donc le rôle du DNS, c'est tout simplement le nom d'hôte qui a été transformé en adresse IP, donc enregistrement A, et qui m'a affiché la page web. Donc là, sans trop tarder, je vais juste vous montrer en fait ce qui s'est passé, ce qui se passe en général. Tout simplement, le résolveur, ce qui se passe en général, tout simplement, le résolveur, il envoie une requête récursive au DNS principal, au DNS préféré. Le DNS préféré, il va envoyer des requêtes itératives au DNS racine qui se trouve sur le web, le fournisseur d'accès Internet qui contient les .com, .edu, .fr, etc. Bon, là, pour cet exemple qu'on a fait, il n'a pas en fait envoyé une requête itérative parce que j'ai juste mis sur le NAN. C'était un DNS préféré, mais qui joue le rôle de DNS autoritatif aussi, autoritaire, qui m'a envoyé automatiquement l'adresse, la page web formation.edu à mon résolveur. Mais par contre, sur le web, si je veux un enregistrement sur le web de ma page www.formation.edu, je dois passer par le fournisseur d'accès Internet pour demander l'enregistrement. Le fournisseur d'accès Internet, il va faire l'enregistrement, il va connaître où se retrouve le DNS autoritaire qui se retrouve là. Il va renvoyer la requête itérative à mon DNS préféré, qui va renvoyer une autre requête itérative au DNS autoritaire qui contient normalement l'enregistrement www.formation.edu, qui va renvoyer la requête itérative au résolveur en fin de compte. Donc c'est un petit peu plus compliqué sur le web parce que ça passe par le fournisseur d'accès Internet, par la DNS racine, les serveurs racines, qui renvoient les requêtes itératives pour rechercher le DNS autoritaire là où se trouve l'enregistrement de la page web. Voilà, donc sans trop tarder, donc c'est quoi la différence entre zone primaire et zone secondaire? Comme j'ai dit, donc il faut pas trop en fait, il faut pas trop s'approfondir dessus parce que le principal, le plus important, c'est vraiment connaître donc l'architecture et la philosophie DNS, comment ça se passe. C'est quoi le DNS autoritaire ou ce qu'on appelle en anglais authoritative server. Le DNS autoritaire, c'est celui qui contient le nom d'hôte associé à l'adresse IP et qui renvoie en fait la vraie adresse IP au nom d'hôte. Et bien sûr, c'est quoi donc la zone primaire? La zone primaire, c'est quand on a un DNS principal, il a une zone primaire. Par contre, quand on a un DNS secondaire, il y a une zone secondaire. C'est-à-dire la zone secondaire, c'est tout simplement une copie de la zone primaire en cas où le DNS principal tombe en panne. Les enregistrements, c'est quoi la différence entre enregistrement A et AAAA? L'enregistrement A, c'est l'enregistrement IPv4. Par contre, quand on parle d'enregistrement AAAA, c'est l'enregistrement IPv6. C'est quoi le PTR? J'ai pas trop tardé sur le PTR, mais le domaine in, quand vous allez entendre parler de inaddr.arpa, c'est en fait la résolution du nom à l'inverse. Résolution du nom inverse. C'est-à-dire on cherche, au lieu de chercher le nom d'hôte associé à son adresse IP, on va chercher l'adresse IP associée à son nom d'hôte. C'est-à-dire au lieu de chercher donc www.formation.edu, on va chercher 192.68.1.5 et à partir de là, on va trouver le nom d'hôte. Donc c'est inverse. Alors ici, donc pour la recherche, c'est-à-dire au lieu de mettre, donc Microsoft a créé donc un domaine qu'on appelle inaddr.arpa. Quand on recherche 192.168.1.5, on va commencer par le domaine. Ici, on va mettre 192. Donc, et après, donc, on va rechercher donc, inversement avec ce domaine-là qui est donc, ajouté pour avoir donc, un FQDN, Fully Qualified Domain Name. Et à partir de là, donc, Microsoft va connaître inversement le nom d'hôte associé à l'adresse IP. Mais c'est juste pour vous montrer, donc, quand vous allez entendre de PTR, sans trop tarder, PTR ou bien inaddr.arpa, c'est juste pour les adresses inverses. On n'utilise pas trop, mais c'est juste pour bon à savoir. Hein. PTR, inaddr.arpa, c'est pour les adresses inverses. Donc au lieu de chercher le nom d'hôte associé à l'adresse IP, on cherche l'adresse IP associée au nom d'hôte. C'est quoi le TTL? Comme on a dit, le TTL, c'est le time to leave. Le DNS autoritaire, parfois, donc il change d'adresse IP. Ce DNS autoritaire, donc, il envoie un TTL pour dire au DNS préféré qu'on a, pour dire, attends, tu sais, dans ton cache, il faut modifier ton cache, il faut en fait changer l'adresse IP associée à son nom d'hôte parce que moi, je suis le DNS autoritaire, je sais que l'adresse IP a été changée par ce serveur web. Hein. Donc, c'est ça en fait le TTL.
se modifie en faisant un clic droit sur la zone propriété Start of Authority. Donc on va faire rapidement. Si je passe vers le DNS, donc je vais passer vers gestionnaire DNS, donc qui est mon DNS autoritaire, et je voudrais modifier le TTL. Donc le TTL, donc en fait on va passer sur la zone. La zone c'est celle-là, donc et on va passer sur, pardon, voilà, Start of Authority. Petit moment, donc là. Oui, pardon. Voilà, propriété. Donc, on clique droit, en faisant un clic droit sur la zone propriété, et on a le Start of Authority, le SOA. Quand vous allez entendre parler de SOA, c'est-à-dire on change en fait la durée. Donc, le DNS autoritaire, il va changer en fait donc la durée donc en jours, donc expire après une journée, expire après un mois. Donc, en fait, au DNS préféré que j'ai. Donc en fait là, si j'ai en fait les requêtes itératives, ça c'est utile parce qu'en fait le DNS autoritaire, il va renvoyer en fait l'information comme quoi ce site web là, il va changer d'adresse IP d'après 2 jours, après un mois. En changeant l'adresse IP, le DNS préféré qui fait la recherche, il va savoir que l'adresse IP de ce site web a été changée. Et dans son cache, c'est-à-dire il va modifier son cache et il va refaire la recherche sur le net pour revoir en fait l'adresse IP du site web du nom d'hôte du site web associé à son adresse IP pour ne pas se tromper parce que parfois donc le site web quand il change d'adresse IP on peut avoir donc le DNS préféré peut nous envoyer des informations erronées parce qu'il a dans son cache toujours l'adresse IP ancienne. Donc pour cela donc le DNS autoritaire il envoie l'information pour dire attention, l'adresse IP a été changée, dans 2 jours elle va être changée, fais gaffe, il faut faire la recherche encore une fois. Voilà. En fait, c'est ça le TTL. Donc, donc c'est le DNS autoritaire en fait qui fait la modification, qui envoie l'information sur le net au DNS préféré pour dire attention, fais gaffe, il faut refaire la recherche parce que l'adresse IP a été changée. Donc en fait, donc on passe vers Start Authority et c'est là en fait qu'on a en fait dans la zone principale, on fait clic droit, propriété et on a l'onglet Start of Authority. La dernière chose que je vais vous montrer, alors les serveurs racines, comme j'ai dit, donc sur le web, quand on fait les enregistrements sur le serveur racine, si je veux enregistrer mon domaine ou mon adresse IP ou mon site web sur le fournisseur d'accès Internet, donc on a en fait les serveurs racines, en fait ils ont tous déjà par défaut les adresses, des noms de domaine racines. Par défaut en fait on va les retrouver ici. Sur le nom du serveur, clic droit, propriété, et là vous allez avoir donc indication racine. Normalement on a 13 indications racines et toutes ces indications racines elles ont déjà des adresses IP sur le web. C'est-à-dire que si je veux chercher par exemple www.google.com, j'ai déjà donc ils vont passer par ces indications racines d'abord. Donc mon serveur préféré DNS préféré va passer par les indicateurs racines que j'ai ici, qui sont déjà donc préinstallés par Microsoft. Ces indicateurs racines, ils vont rechercher où se retrouve l'enregistrement google.com et bien sûr ils vont renvoyer la requête itérative au DNS préféré qui va renvoyer une autre requête itérative au DNS autoritaire où se trouve le site web de Google et bien sûr qui va afficher donc le nom d'hôte associé à l'adresse IP. Donc on passe toujours par les indications racines d'abord qui sont sur le web. Donc là où le fournisseur d'accès Internet, il connaît tous les indicateurs racines et ils savent en fait les adresses IP associées pour renvoyer donc les requêtes itératives au DNS préféré qui va rechercher encore une autre requête au DNS autoritaire pour donc afficher donc la page web associée à l'adresse IP. Donc souvenez-vous, les indicateurs racines sont déjà préinstallés par Microsoft. Donc si je veux chercher sur le web, donc j'ai déjà donc mon DNS préféré, il s'est déjà donc recherché sur ces indicateurs racines qui sont préinstallés par Microsoft sur le web pour la recherche plus rapide, pour retrouver en fait où se trouve le serveur autoritaire.
Voilà, donc j'ai terminé en fait ici. C'était en fait une petite formation accélérée sur le DNS, mais ce que j'ai noté, c'est les choses les plus importantes à noter. C'est quoi? Donc comment ça se passe? Comment ça se passe au niveau de l'architecture DNS? Donc le résolveur qui communique avec le DNS préféré, qui va communiquer avec les indicateurs racines, qui vont communiquer donc encore avec le DNS en renvoyant une requête. Une requête itérative est renvoyée au DNS autoritaire qui contient par exemple la page de Google et qui va m'afficher sur le résolveur. En fait, c'est ça là, donc la philosophie du DNS. Donc, on avait vu un exemple ensemble, l'exemple qu'on avait vu. Donc, j'ai pas mis de requête itérative parce qu'il n'y a pas d'autres DNS. Mais le résolveur, il avait son DNS préféré qui a communiqué avec le DNS préféré, qui joue le rôle aussi de DNS autoritaire, qui contient la page web associée à cette adresse IP qui est formation.edu. Et on avait vu comment donc déployer la zone et faire l'enregistrement A. L'enregistrement A qui est pour l'IPv4. Et on a renvoyé en fait la requête récursive cette fois-ci. Parce qu'entre DNS et DNS, c'est itératif. Mais entre DNS et résolveur, c'est récursif. Voilà. Donc sur ce, la prochaine fois, donc dans les prochains volumes, je vais parler de l'Active Directory. Donc j'ai terminé ce volume. J'espère que vous avez aimé mes vidéos. N'hésitez pas à me donner votre avis et à me poser plein de questions. Je vous remercie beaucoup pour vos feedbacks. Ça m'aide énormément. Et je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Merci.